Bonsoir à tous. On commence, on va dire quasiment à l'heure. Il est 18h03. On va dire qu'on est presque bon, Christian. Je vous présente Christian Pénigaud, qui est avec nous ce soir. Avant de démarrer, on va faire comme d'habitude un petit test son et lumière. Vous nous dites si le son est bon et si vous avez aussi une bonne image de Christian et de moi. Bon, tout à l'heure parfait. Ok, Nathalie est là. Donc Nathalie va nous sketch noter pendant qu'on fera le webinaire, Christian. Donc il faut que tu essayes de pas aller trop vite, qu'elle puisse noter pendant que tu pendant que tu parles, et que moi je te pose des questions avec une sorte de fil rouge pour qu'elle puisse s'y repérer aussi dans tes réponses et dans ce qu'on va se raconter. Vous connaissez le principe du webinaire, on a 1 heure à passer ensemble. On a travaillé ce webinaire avec une suite d'autres webinaires autour, que l'on a inclus dans comment dirais-je, la sortie prochaine et rapide du bouquin en préparation mentale destiné au haut niveau, pour lequel Christian, tu as participé en témoignant sur le chapitre bien-être qui nous concerne ce soir. Et il nous restera encore au minimum un autre webinaire avec Jérémy Bertin, où on va parler de la cohésion de groupe, donc un aspect de la préparation mentale plutôt collective et non pas individuelle, que l'on va mettre en place la semaine prochaine. Donc, je vais vous présenter Christian. Je te laisserai après, Christian, dire un peu plus dans le détail qui tu es, ton parcours, qui est ultra riche. Et après, je te poserai une suite de questions pendant à peu près 20 minutes, 30 minutes. Et on pourra passer, pour conclure, aux questions des participants qui sont en live avec nous. Vous savez que le webinaire est enregistré, donc vous aurez accès au webinaire en rediffusion si vous voulez, juste après le live, et vous aurez le sketch note de Nathalie assez rapidement aussi quand on aura terminé. On y va? Donc Christian, on s'est connus il y a maintenant 5 ans. Oui. Tu étais un des 14 courageux à t'inscrire à la formation expert en préparation mentale qu'on a montée il y a donc maintenant 5 ans avec Focus. Tu étais à l'époque CTS volleyball et tu avais un parcours de volleyeur international. Tu as évolué 10 ans à peu près dans sur le circuit pro en beach volley. Tu as participé à 2 Olympiades et tu as après consacré beaucoup de temps. Tu as passé un diplôme de professeur de sport et tu as consacré du temps à l'entraînement. Et tu t'es formé donc en préparation mentale, donc tu as quasiment une triple casquette. Tu me dis si je vais trop loin, mais en tant qu'entraîneur, préparateur physique et mental, et aussi un peu tête pensante de plein de choses au sein de la fédération. Donc tu as vraiment beaucoup de compétences qui se cumulent, et on va donc parler ensemble beaucoup d'aspects préparation mentale, mais on pourra sortir un peu du cadre que vraiment mental. Et on va travailler donc sur une thématique très précise qui sera celle de la recherche, ou entre guillemets de la question du bonheur, du bien-être chez les sportifs de très haut niveau, savoir s'il y a une corrélation ou pas entre la performance et le bien-être. Est-ce que tu veux donner des compléments à tout ça? Non, tu as fait mon CV. Voilà, effectivement, j'ai un passé. Déjà, j'ai une formation universitaire. Hein. Voilà, au niveau de la fac, un peu anxi et beaucoup en UFR STAPS. Et après, effectivement, j'ai un passé de joueur international en salle et en beach volley. J'ai fait la double casquette. Pendant plus de 10 ans en salle et plus de 10 ans sur les plages, sur le sable. À l'époque, c'était sur les plages. Et après, j'ai été pendant plus de 10 ans aussi, une fois que j'ai eu mon professorat de sport et que je suis passé CTS, donc au ministère de l'AC Sport et à la Fédé. J'ai été entraîneur national des équipes de France de beach, on va dire un peu plus féminine que masculine. Jusqu'en 2008, où j'ai basculé sur un poste de formateur.
Voilà, où maintenant à la fédération, je suis, on va dire, plus formateur que entraîneur, où je suis responsable de tout ce qui est formation régionale sur ma région, plus tout ce qui est formation nationale sur le plan de la préparation mentale. Voilà, où on a mis en place des formations. Donc effectivement, maintenant j'ai cette casquette-là en plus de formation et de formateur en prépa mentale sur ma fédération. Voilà, où on intervient sur les pôles, sur les joueurs, voilà, et je suis préparateur mental du collectif A féminin aussi, plus sur certains clubs professionnels aussi. Voilà, donc effectivement, triple casquette qui me permet de dominer quand même pas mal de choses et d'appréhender pas mal de choses, et c'est assez complémentaire. Donc concrètement, ton quotidien aujourd'hui se résume à faire beaucoup de formations sur l'aspect psycho-mental en général dans le cadre du volley. Oui. Plus des... Vas-y. Oui, c'est formation au niveau national sur la prépa mentale, plus je reste avec ma casquette de formateur d'entraîneur, de cadre aussi, voilà. Plus préparateur mental, je veux dire pur et dur, qui intervient sur des collectifs et sur nos centres de formation au sein de la fédération, notre filière de formation. Voilà, on a appelé ça l'entraînement invisible à un moment donné, donc on fait ce genre de choses aussi. Plus sur certains collectifs et sur certaines joueuses aussi que j'ai en suivi tout au long de l'année, même si elles ne sont pas en équipe de France, mais qui sont dans leur club. Et en complément, donc tu es préparateur mental, tu as des suivis individuels quasiment que dans le volley. Beaucoup de joueuses, si j'ai bien suivi. Alors j'ai beaucoup de joueuses parce qu'au début j'ai été affecté comme je suis préparateur mental de l'équipe de France féminine, je suis en priorité ces joueuses-là. Voilà, il faut bien comprendre que moi je suis cadre d'État, donc je travaille pour la Fédération française, donc ça leur fait un préparateur mental à disposition tout au long de l'année. Donc c'est pour ça que j'interviens. Ça déborde, j'interviens aussi sur quelques joueurs masculins que les entraîneurs de la filière m'envoient. Voilà, plus certains joueurs qui sont pros dans les clubs, mais ça c'est, j'allais dire, c'est à l'extérieur masculin, mais c'est vrai que j'interviens plus sur le secteur féminin que sur le secteur masculin. Ok. On y va? Oui. Je te pose la question pour commencer. Je vais faire appel on va dire, à ton expérience en tant que joueur, mais aussi maintenant en tant qu'entraîneur préparateur mental. Est-ce que tu as l'impression que les sportifs de haut niveau, alors quand je dis haut niveau, pour moi, c'est vraiment ceux qui ont une recherche de performance, qui sont vraiment dans des clubs d'élite, voire en équipe de France, ou qui vivent en tous les cas de leur sport. Est-ce que tu as l'impression que ces joueurs-là s'intéressent et se posent la question du bonheur ou du bien-être, pour être un peu moins grandiloquent? Eh ben, je suis pas sûr qu'ils se posent la question. Concrètement, je pense qu'ils se posent pas la question, ou tout au moins quand ils commencent à se poser la question, c'est qu'à un moment donné, il arrive à avoir un déséquilibre quelque part. Voilà la sensation que j'ai, que ce soit au niveau prépa mental ou personnel. À un moment donné, le bien-être, j'allais dire, sur le terrain, le bien-être en dehors du terrain, quand on commence, quand on est jeune, etc. Je ne pense pas que tous les joueurs que j'ai se posent cette question-là. Voilà, est-ce qu'ils sont vraiment à la recherche du bonheur? À un moment donné, quand il arrive un déséquilibre parce qu'on vieillit ou parce que la vie fait que, ou même sur certains jeunes que j'ai eu en prépa mentale, où il y a un déséquilibre justement entre le bonheur qu'ils peuvent avoir sur le terrain ou le bonheur qu'ils peuvent avoir dans la vie, là ils se posent un peu la question par rapport à l'influence que ça va avoir sur leur performance. Voilà un petit peu comment moi je vois la chose. Mais dans un premier temps, je ne pense pas que ce soit leur première préoccupation, entre guillemets. Voilà. Après, on va remettre ça dans notre culture aussi. Moi, je pense qu'il y a aussi un effet de culture. C'est rare que chez nous, les sportifs de haut niveau, on les ait obligés à être sportifs de haut niveau.
Voilà. Donc en fait, normalement, hein, je dis bien normalement, on fait ce sport parce qu'on l'aime, donc parce qu'on y trouve du plaisir. Donc normalement, du bonheur. Je dirais pas, pour avoir beaucoup voyagé, je dirais pas pareil si vous allez dans certains pays de l'Est ou certains pays asiatiques comme la Chine où certains athlètes sont là j'allais dire, par devoir ou obligation Mm. ou ce genre de choses. Donc là, je pense que ça a une influence quand même qui est quand même énormément, qui est différente par rapport au bonheur, au plaisir, voilà, ce qui les empêche pas de performer. Alors, si on reste sur les petits Français Ouais. ou les Occidentaux, est-ce que tu penses qu'il y a un âge ou un événement de vie, style mariage, enfant, tout ça, qui font que il y a un basculement et que la motivation change et que du coup ils ont une attraction beaucoup plus grande pour être heureux et trouver du plaisir dans ce qu'ils font. Alors, je pense qu'il y a effectivement il y a des bascules à un moment donné. Euh, il y a la bascule aussi j'allais dire, de la responsabilité. Quand on est jeune, on s'occupe que de soi. On a de compte à rendre entre guillemets à personne. Tout est beau, on gagne un peu d'argent, beaucoup d'argent sur le sport, on vit que pour ça. Et puis à un moment donné, eh ben, la vie nous rattrape et puis il faut, j'allais dire, faire manger sa famille, ce genre de choses. Donc il y a une autre responsabilité qui vient se poser là-dessus et qui peut engendrer effectivement toujours ce déséquilibre par rapport à est-ce que les sacrifices, parce que c'est ça aussi à un moment donné, est-ce que les sacrifices que mon sport engendre en temps, en fatigue, en déplacement sur le sport, en vaut qu'est-ce que le sacrifice par rapport ma vie privée, quelle est la balance? Voilà, et donc je pense que voilà, et ça dépend je pense que ça dépend de beaucoup de choses. Ce genre de balance, ça dépend des sports, ça dépend de la vie de famille que vous avez, ça dépend de l'acceptation de la famille par rapport à votre façon de vivre et de sport. Voilà, donc c'est pas si simple que ça, quoi, comme pour répondre à cette question. Mais à un moment donné, effectivement, il y a toujours cette balance entre les deux, entre les sacrifices, entre guillemets sacrifices, hein, mais voilà, ce que ça me coûte de faire ça. Et puis à un moment donné, ma vie d'homme de tous les jours ou de femme de tous les jours. Voilà, c'est un peu j'allais dire la balance qui est toujours pas évidente. Ok. Alors, je vais vraiment m'adresser à toi en tant que vraiment sportif de haut niveau. Est-ce que, parce que tu sais, les gens, ils ont souvent une vision un peu idéalisée du sport de haut niveau, des athlètes de haut niveau, tout est paillettes, rose, sympa, les avions c'est super, et les plages sont sympas au Brésil, Ouais. tout ça. Pour autant, quand tu es dedans et que tu les vois évoluer au quotidien, alors on n'imagine pas toute la pression qu'il y a sur leurs épaules, toute la charge économique qu'il y a derrière eux, toute l'influence qu'ils ont sur leur team direct et plus ou moins élargi, toute la pression qu'il y a au résultat, toute la pression aussi que ça peut durer très peu de temps, ça peut des fois durer 6 mois, une saison, puis c'est fini. Tout ça fait qu'ils sont peut-être pas forcément heureux. Alors, est-ce qu'on peut être heureux ou être en tous les cas équilibré ou dans une forme de bien-être en étant sportif de très haut niveau? Ouais, je pense qu'on peut être heureux en étant sportif de très haut niveau. Après, effectivement, à un moment donné, la pression fait que on devient plus pas innocent en fait. Voilà, plus innocent. L'innocence, au bout d'un moment, l'innocence, elle part. Voilà. Et à un moment donné, on va se poser la question pourquoi je fais les choses et est-ce que c'est encore intéressant de les faire ou pas les faire. Voilà, la pression, qu'est-ce que je fous sur ce terrain, quoi, à un moment donné, quoi. Voilà. Et quand cette question là arrive, je pense que là, il faut être bien encadré parce que si on ne peut pas répondre à cette question-là, ça devient complexe de quelque part prendre du plaisir sur le terrain.
Voilà. Et puis, s'il n'y a pas de plaisir sur le terrain, on sait très bien qu'il va nous manquer quelque chose sur la performance, en fait. Parce que si on n'est plus en plaisir, les critères de la performance sur la concentration, sur l'émotion, sur l'engagement, elles y sont à peu près tout le temps quand on est dans le plaisir et qu'on a envie de faire les choses. Voilà. Et quand on est un petit peu moins dans le plaisir parce qu'il y a quelque chose qui nous retient, que ce soit, comme tu dis, un problème financier, un problème de famille, un problème de voyage, de saturation, et ben, à ce moment-là, cette notion de plaisir, et ben, elle tombe un petit peu. Et donc, les notions de performance sur l'engagement, sur la concentration ou sur la gestion des émotions, et ben, ça devient problématique de performer. Ouais. Ok. Si on le disait autrement, on pourrait dire que le sport, au départ, c'est ton loisir, c'est ton jeu que tu aimes faire, et un jour, ça devient ton travail. Ton métier. Ouais, ton métier, ouais. Absolument. Exactement. Et comment tu acceptes ça, en fait? Comment tu fais avec cette espèce de basculement total du jeu vers le travail? Là, on est dans la notion du plaisir et du bonheur. Je pense que quand cette notion-là, elle est vraiment présente, qu'elle reste présente, la bascule, elle se fait naturellement, en fait. C'est-à-dire sur le terrain, moi, j'ai jamais pensé que je servais pour gagner ma vie. C'est pas une pression que j'ai eue sur le terrain. Voilà. Je me suis jamais dit sur le terrain, si tu passes ce service-là, tu gagnes 15 000 $. Si tu le rates, tu pars 15 000 $. Par contre, avant la partie ou après la partie, oui, c'est des choses que tu peux mettre, que tu as comme pression, parce qu'en fait, à un moment donné, économiquement, ça joue, voilà. Et quand on est arrivé à un moment donné où tu fais ça uniquement pour gagner ta vie, j'allais dire, sans cette notion de bonheur, ça devient compliqué de performer. Pour moi, ça devient compliqué de performer. Voilà. Parce qu'on est dans la durée aussi. Hein. Voilà, on parle, comme tu as dit, on ne parle plus du jeune athlète, mais l'athlète, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Voilà. Personnellement, moi, je l'ai vécu concrètement. Les dernières années, j'étais sur le terrain parce que c'était mon gagne-pain. Voilà. Moi, les avions, je les supportais plus. Hein. Concrètement, et ça faisait rêver tout le monde. Hein. Je partais un mois en Asie, un mois, 3 semaines au Brésil, etc. Faut savoir qu'en fin de carrière, moi, quand mon avion atterrissait, j'allais voir déjà sur le comptoir, quand est-ce que l'avion de retour partait. Et à ce moment-là, quand on arrive là, parce que c'est notre gagne-pain, donc on vient chercher nos sous, entre guillemets, c'est difficile de performer parce qu'en fait, on ne lutte plus. C'est-à-dire que quand on arrive, on est déjà parti, et si tout se passe bien, mais s'il y a un petit couac, ok, c'est pas grave, on s'en va. Voilà. Et ça peut durer qu'un temps. Là-dessus vient se greffer où vous en êtes dans votre carrière. Est-ce que vous êtes plutôt en phase ascendante ou est-ce que vous êtes plutôt en phase descendante? C'est pas tout à fait pareil. Hein, surtout quand vous avez été au top niveau, entre guillemets, et qu'au bout d'X années, vous êtes là juste pour gagner votre sou, et que vous n'êtes plus au top niveau, mais vous descendez, et que vous commencez un peu à avoir mal partout, etc. Et là, la notion de plaisir, elle devient de plus en plus compliquée à trouver, en fait. Voilà. Et donc, de performer, ça devient aussi oui, compliqué de performer. C'est la conséquence quasi directe de tout ça. Direct. Si je fais un peu le psy là avec toi de 2 minutes, je me disais en t'écoutant parler, mais à qui un joueur il peut raconter ça? Parce que c'est pas au sponsor, évidemment, c'est pas aux entraîneurs, c'est pas à la fédération. Les médecins, ils vont écouter, mais d'une oreille à peu près ouverte et fermée pour ne pas être trop au courant de tout ça. Donc, à qui un joueur il peut parler de ça? Normalement, tu peux parler ça avec ton entourage. Faut-il encore que ton entourage te soutienne? Parce que c'est pareil, ton entourage, il le subit de la même façon. De la même façon. C'est-à-dire qu'il suffit. Alors, ça dépend des sports, on est d'accord. Hein, moi, j'étais dans un sport où tu pars entre 6, 7, 8 mois de chez toi. C'est bien si tu ramènes, j'allais te dire, de quoi
profiter des 4 autres mois. Non, mais c'est très pécunier comme truc, hein. Mais si tu ramènes de quoi juste vivre, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est toujours pareil à un moment donné. Voilà. Donc à qui tu peux dire ça? Eh ben, c'est là où je pense que, comme tu dis, un préparateur mental, moi, m'aurait fait sûrement du bien sur la fixation d'objectifs, sur ce genre de choses, à un moment donné, pour que je me dise, OK, qu'est-ce que tu fous là, quoi. Voilà. Même si j'avais un objectif, c'est de faire une deuxième fois les Jeux Olympiques, ce genre de choses. Voilà. Alors quand je parle, on dirait qu'en fin de carrière, j'étais nul et que j'avançais plus. C'est pas le cas, hein. J'étais encore dans les 20 premiers au monde, hein. Voilà. Mais j'étais plus troisième. Et ça fait une sacrée différence quand même. La descente est importante. Voilà. Donc après, effectivement, on ne va pas parler de ça à la Fédé, on ne va pas parler de ça aux sponsors. On parle de ça avec votre entourage, si votre entourage vous soutient, qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, hein, et on peut comprendre. Voilà, sinon, on va chercher de l'aide, ce qu'à cette époque-là, on ne faisait pas. Donc, au niveau de la prépa mentale. Ton parcours de joueur en beach volley, Christian, il était quand même très proche de ce qu'on retrouve actuellement sur le circuit pro en tennis, en golf, où les mecs vont chercher leur argent, créent leur staff, sont des libéraux en fait, c'est les patrons de leur propre entreprise, de leur propre jeu. Est-ce que tu trouves que c'est plus compliqué ou c'est beaucoup plus dur d'être équilibré et stable quand tu es comme toi indépendant et vraiment ton propre patron, ou quand tu es avec un contrat de joueur qui dépend, qui est, on va dire, un salarié de club? Alors, effectivement, pour moi, c'est plus compliqué, j'allais dire, c'est la différence entre c'est un peu méchant ce que je dis, enfin, entre un fonctionnaire et un autre pas fonctionnaire. Je suis fonctionnaire, donc je peux permettre de le dire. Une fois que vous avez signé votre contrat, en salle, même si votre contrat il est court, vous êtes sûr de toucher votre sou au moins pendant 1 ou 2 ans. Voilà. Ce qui n'empêche que si vous êtes mauvais, vous allez quand même vous faire virer au bout de 2 ans. C'est la réalité du monde pro. Le circuit professionnel, style tennis, golf, etc., il n'est pas gentil du tout. Et il ne prête qu'aux meilleurs. Voilà, il ne prête qu'aux meilleurs. Il n'y a que les premiers qui gagnent les sous, il n'y a que les sponsors pour les premiers, ce genre de choses. Donc effectivement, il y a une pression qui est différente et qui est beaucoup plus difficile. Les risques sont plus importants. Entre guillemets, et ça va très vite dans un sens ou dans l'autre, même si en plus ces circuits sont assez protectionnistes, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en place, vous êtes bien en place. Donc, ouais, pour moi, c'est plus compliqué. Ce circuit-là vient s'ajouter tout ce qui est voyage, qui peut faire rêver au début et qui après devient problématique. Voilà, parce qu'on est déraciné tout le temps. C'est des circuits où il faut vraiment comprendre qu'il y a une certaine solitude dans ces circuits-là, même si on a l'impression que c'est une grande famille. En fait, on est assez seul dans ces circuits-là, et c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte, parce qu'au début, on parlait encore de bien-être. Au début, on est content, on voyage, on voit du pays, on voit des gens, on voit d'autres cultures, mais quand ça fait 5-6 ans que vous le faites, le voyage, la culture, les avions, vous n'en pouvez plus, parce qu'en fait, vous faites quoi? Vous faites avion, hôtel, stade, avion, hôtel, stade, etc., etc., etc. Vous faites le tour du monde, mais voilà. Donc au début, on aime bien, c'est super. Et au bout d'un moment, il y a moins la découverte et vraiment, on est dans des milieux qui ne sont pas des milieux super gentils. Et cette notion de solitude peut aussi venir se rajouter au reste. Voilà. Après, tout dépend si vous performez ou pas, hein. C'est toujours pareil, hein. La vie est beaucoup plus facile quand on est dans les 10 meilleurs au monde que quand on est 100e. C'est une évidence. Voilà. Donc, c'est pas facile. Tu as parlé du manque de sommeil ou du décalage horaire qui, en effet, est biologiquement vraiment très compliqué. La solitude aussi. Quels autres facteurs tu as perçus qui sont vraiment des éléments de déséquilibre dans le bien-être des joueurs? Je pense que c'est on l'a dit, la solitude, le déséquilibre qu'on peut avoir. Je pense que c'est aussi surtout
comment votre entourage vous soutient. Voilà, pour moi, c'est quelque chose que je sens important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans des sacrifices, enfin des sacrifices. Enfin, votre entourage trouve ça des sacrifices quand vous n'êtes jamais chez toi. Il y a plein de métiers où les gens ne sont jamais chez eux, hein, etc. Est-ce que quand vous rentrez, on vous soutient ou est-ce qu'on vous soutient pas, entre guillemets. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Voilà. Et puis, à un moment donné, c'est toujours la même bascule. Je suis là pourquoi? Il faut que je performe. Si je ne performe pas, enfin, les résultats vont rentrer en compte. Est-ce que vous allez gagner? Je pense que quand vous êtes dans des circuits comme ça, ou c'est des circuits pro, à un moment donné, il y a aussi ce qu'on gagne, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que je gagne ma vie ou pas? Et combien de temps je vais faire ça, entre guillemets, ce métier sans gagner ma vie? Et ça, c'est un facteur qui est quand même important économiquement. Je pense que tu as suivi des tennisman, ces notions-là, quand même, à un moment donné, gagner sa vie, elle va rentrer en compte. Hein. À un moment donné, donc 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on est jeune, on a 20 ans, on s'en fout, j'allais dire qu'on vit avec rien, mais à un moment donné, on grandit, quoi. Et donc ça devient complexe, quoi. Voilà, donc c'est une notion aussi de rentabilité, j'allais dire bêtement de rentabilité, quoi. Clairement. Qui est important, quoi. Est-ce que tu encourages les joueurs, en tant que préparateur mental ou entraîneur, à vraiment prendre soin d'eux et à investir dans des massages, je sais pas, des techniques à côté pour vraiment qu'ils aient une sorte de rééquilibrage physique, de récupération au top et aussi de bien-être, de bonne humeur globale? Alors, ouais, j'encourage les joueurs. Alors, c'est pareil. Moi, j'interviens plus sur des joueurs maintenant qui sont dans des structures, des clubs pro. Et normalement, un club pro digne de ce nom a des structures de récupération, a des structures pour ça, que ce soit au niveau kiné, à tous les niveaux. Voilà, ça c'est la première chose. Après, moi, effectivement, en préparation mentale, en suivi de mes joueurs, quand je sens le besoin, je vais aussi sur le terrain j'allais dire du bien-être, de bien se parler, d'être content de ce qu'on fait. Voilà, je pense que tu vois bien ce que je veux dire, et qui va souvent à l'encontre un petit peu de l'éducation qu'on a eue et qu'on a en sport. Voilà, où il faut performer, où on te fait remarquer souvent quand tu rates des choses plutôt que quand tu les réussis, où la rigueur est toujours présente parce qu'il faut faire toujours plus, toujours mieux, etc. Et que les joueurs oublient souvent la bienveillance qu'ils peuvent avoir envers eux-mêmes, voilà, par rapport à cette rigueur. Et moi, je leur explique, entre guillemets, qu'il n'y a pas d'opposition entre rigueur et bienveillance. Voilà, ce que j'explique d'ailleurs aux joueurs et ce que j'explique aussi aux entraîneurs quand je fais des formations d'entraîneurs, hein, souvent. Voilà. Donc, c'est cette notion-là de plaisir, de bienveillance qu'on doit avoir envers soi-même et que les entraîneurs doivent avoir envers les joueurs, qui n'est pas une opposition à faire avec la rigueur, comme le travail n'est pas une opposition à faire avec le plaisir. Même s'il y a des séances, on est d'accord, qui ne sont pas toujours agréables à faire, et on ne s'éclate pas à faire du fractionné sur un vélo avec un mec qui vous pique le doigt toutes les 10 secondes pour vous prendre du sang. On a plutôt envie de lui mettre une baffe au mec qui vous prend le sang, plutôt qu'on ne trouve pas ça agréable. Mais là, c'est pas un problème de maltraitance, on va dire, quoi. Donc voilà, donc cette notion-là, oui, j'encourage mes joueurs à aller vers ça, parce que ça engendre plein de choses sur la confiance, ça engendre plein de choses sur le bien-être, ça engendre plein de choses sur ce genre de choses. Donc, que ça soit au niveau des entraîneurs ou au niveau des joueurs, bien sûr, je vais vers cette dynamique-là. Voilà. Voilà. En sachant qu'on peut trouver, on le sait bien, qu'on peut trouver des joueurs qui sont bien dans leur mal-être parce que c'est leur moteur. Hein. Voilà, alors c'est pas très psy ce que je dis là, hein. Mais moi j'ai eu des joueurs à gérer et donc je me suis pas pris, j'ai pas réglé leurs problèmes d'une façon psychologique, j'ai reprévé leurs problèmes d'une façon de prépa mentale. Voilà, donc ils ont toujours leur mal-être, mais ils attendent moins des choses des autres, donc en fait ils performent plus, mais ils ont toujours leurs problèmes.
Voilà, parce que quelque part, c'est leur moteur. C'est un problème d'éthique, peut-être. Non, non, c'est fascinant. Je te pose une dernière question, puis on va lancer le chat. Je vais vous laisser, du coup, ceux qui sont en live, là, poser des questions à Christian. Est-ce que tu as des modèles, comme on dit souvent en sociologie, Christian, c'est-à-dire des personnages ou des joueurs en qui tu te réfères, qui pour toi sont des exemples vraiment de joueurs qui ont réussi à jouer sûrement longtemps et à être tout le temps performants, ou du moins à prendre plaisir à ce qu'ils font? Alors, ouais, alors dans mon sport, j'en ai un ou deux, mais ils vous ils vous parleraient peut-être pas, hein, les big shares, donc on les connaît pas. Après, moi, je suis admiratif d'un Jordan, je suis admiratif d'un Nadal, d'un Federer, ce genre de joueurs qui continuent à performer alors qu'ils ont tout gagné. Je veux dire, les gars, ils ont absolument tout gagné. Ils pourraient s'arrêter depuis 10 ans et ils sont toujours là. Ils sont toujours là parce qu'ils ont cette notion euh, euh, ils aiment ce qu'ils font, quoi. Mhm. Ils aiment le tennis, ils aiment ce qu'ils font, et ça leur permet de continuer à performer. Donc moi, je suis, voilà, à chaque fois quand je vois parler un Nadal ou un Federer, qui à l'âge qu'ils ont, sont en train de vous expliquer qu'ils ont modifié un petit peu leur revers, qu'ils ont changé de raquette, qu'ils ont, voilà, qui continuent à travailler sur eux pour progresser eux-mêmes et pour toujours prendre du plaisir sur le terrain. Effectivement, là, on voit quand même une sacrée. Enfin, c'est une belle leçon, quoi. Voilà, quoi. Voilà, voilà, quoi. Il continue à performer. Hein. Il y a toujours cette notion pour moi, de performance, qui est importante. Est-ce que demain, si Federer il gagne plus un match et il descend, il continuera à jouer au tennis et sur le circuit, je suis pas certain non plus, quoi. Voilà. Mais bon. En tout cas, ils sont encore là, quoi. Voilà. Avec des gens qui ont quand même aussi une grosse capacité de travail. Hein. Toujours pareil, quoi. Ouais. Allez, on passe au chat. Je vais vous laisser poser des questions à Christian. Vous pouvez les mettre soit sur le chat directement, soit dans l'onglet questions juste à côté. Je lis ça et je pose des questions en live à haute voix à Christian. C'est moi, je pensais à lui en fait. Tu as une question de Laetitia Lataste que tu connais, qui te demande, et Benoît Paire, on en parle. Je pensais à lui parce qu'en effet, c'est un joueur qui pose plein de questions sur le rapport entre le bien-être, le côté très pro et le rapport à l'argent aussi, qui en ce moment fait que tout le monde lui tombe dessus, alors que c'est seulement une grande part de comédie et de jeu avec les médias, mais tout le monde prend ça en sérieux. Est-ce que tu comprends que ça choque le public, on va dire, de fans de sport en général, lorsque les joueurs professionnels parlent trop d'argent ou résument ce qu'ils font à l'argent? Ouais, je peux ouais, je peux comprendre parce qu'en fait, on n'est pas dans on n'est pas dans le même système en fait. Voilà, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tous les joueurs qui jouent au tennis, ils aiment le tennis, et puis lui, il a d'un seul coup, là, on a l'impression qu'il massacre tout le monde. Mais il faut comprendre aussi que à un moment donné, le système fait que pour faire ce qu'on fait, il faut gagner de l'argent, quoi. Voilà. Et que c'est vrai que chez nous, c'est un peu toujours un peu tabou cette histoire. Alors tout le monde lui tombe dessous, mais personne va tomber sur le footballeur qui gagne 4 fois plus que lui en 15 jours. Donc je peux comprendre, mais on est dans un monde où à un
monde pro où en fait on est classé en fonction de l'argent que vous gagnez. Concrètement, c'est ça. Vous êtes classé en fonction de l'argent que vous gagnez. Voilà. Et donc, j'allais dire, il profite du système pour l'instant, quoi. Voilà. Donc, moi, je comprends que ça puisse choquer. D'un autre côté, à un moment donné, on est dans un système où il est là parce qu'il n'a pas volé sa place, quoi. On parle de lui ou d'un autre, mais il est là parce qu'il n'a pas volé sa place. Alors qu'il énerve, que tout le monde le trouve débile, etc., etc., n'empêche que lui ou les autres, ils sont là. Ils n'ont pas volé leur place, ils sont là parce qu'ils sont dans les meilleurs au monde. Voilà. Et donc ça, rien que pour ça, voilà. Je comprends que ça puisse gêner. D'un autre côté, on n'est pas dans le même monde et il faut savoir que pour qu'ils soient arrivés à ce niveau, ou que les gens soient arrivés à ce niveau, c'est quand même beaucoup de travail. Quoi qu'on en pense, à un moment donné, même si on est doué, c'est quand même beaucoup de travail pour arriver au niveau, pour être dans les meilleurs au monde. Voilà. Donc, Est-ce que le volley et le beach sont un sport aussi spectacle que le tennis ou c'est différent quand même? C'est plus orthodoxe, toi, dans la communication. Tous les sports tendent à être spectacle. C'est le but. En ce moment, c'est le but. On change les règlements pour que ça soit spectacle. On change le ballon pour que ça soit spectacle. On change les tenues. Voilà. Le beach, c'est vraiment un sport qui a été fait basé uniquement sur le spectacle, entre guillemets. C'est-à-dire que les tenues, les filles sont en maillot de bain, les garçons sont en débardeur avec des shorts qui doivent faire telle surface et pas plus grand, pas plus haut pour avoir un look bien précis. On est les premiers en beach à avoir balancé de la musique à fond dans les temps morts, avec les pop-up girls qui viennent au milieu pendant les temps morts et qui viennent danser, qui sont en maillot. Donc nous, on est dans le beach, c'est vraiment le sport spectacle, par excellence, encore plus que le volleyball, quoi. Voilà. Donc effectivement, on est dans des sports qui sont des sports spectacles. Encore, hein, c'est l'économie. Hein. Il faut pas enlever l'économie dans le sport. C'est ce qui sur le haut niveau, à un moment donné, si c'est du spectacle, il y aura du public. S'il y a du public, il y aura des sponsors. S'il y a du sponsor, il y aura de l'argent. Et tac, 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 c'est comme ça que le sport monte. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est prêt. Toutes les fédérations et tous les sports modifient leur règlement pour pouvoir être sport-spectacle. Ok. Je te pose une question de Marc et du coup ça fera écho par rapport à ce que je voulais te dire en complément. Pour vous, est-ce principalement le bien-être qui amène la performance ou la performance qui amène le bien-être? Peut-être que tu pourras mieux répondre que moi. Moi, je connais des gens. Je connais des gens qui ont performé sans bien-être. Alors, c'est ponctuel. Hein. Moi, je pense qu'on ne tient pas dans la durée s'il n'y a pas le bien-être. Alors, c'est plutôt ça, en fait, entre guillemets. C'est qu'à un moment donné, pour moi, on ne peut pas performer longtemps s'il n'y a pas le bien-être. Voilà, je ne sais pas si ça répond, ça ne te répond peut-être pas à la question. Mais on peut très bien performer, on peut très bien être champion olympique sans avoir de bien-être. Je ne sais pas si vous connaissez le film Over the Limit sur la petite gymnastique russe. Je ne sais pas si tu connais, Anthony. Russe ou roumaine? Russe. Elle s'appelle, je crois, Margarita Manum, un truc comme ça. On l'appelait la poupée russe qui sourit jamais, un truc comme ça. Voilà, pour vous dire. Hein. Ok. Si vous pouvez voir ce film, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance sportive. On ne peut pas dire cette fille, elle est pas heureuse. Voilà. Elle est 7 fois championne du monde, X fois champion d'Europe et championne olympique en 2012. Voilà, c'est son but. Derrière, elle a arrêté. Je pense qu'elle est en dépression ou qu'elle est vraiment pas bien, entre guillemets. Mais elle a performé pendant X années en étant, entre guillemets, maltraitée, malheureuse. Voilà. Mais elle n'a pas duré. Elle arrête, elle a 22 ans.
Elle a 22 ans. Donc, donc, elle a arrêté sa carrière à 22 ans. Voilà. Donc, on peut performer en étant, entre guillemets, malheureux. Par contre, on ne tient pas. Sur la durée, on ne tient pas. Moi, je suis persuadé qu'on ne tient pas. Donc, en fait, c'est toujours pareil, hein, bien-être. Alors, en plus, est-ce qu'on peut différencier cette histoire de bien-être, le bien-être dans la vie et bien-être sur le terrain et la balance entre les deux? Moi, je pense que c'est une notion qui est intéressante. Et à un moment donné, effectivement, si on voit tout ça, hein, si tout va bien dans votre vie, eh ben, normalement, vous allez performer. Si à un moment donné, hop, vous avez un divorce, eh ben, peut-être que ça va avoir un effet négatif sur votre performance parce que ben, vous serez plus concentré, vous n'avez pas envie de faire autre chose, votre tête, elle est ailleurs. C'est assez simple, je pense, entre guillemets, à, à comprendre. Et pareil dans les deux sens. À un moment donné, si vous commencez à plus performer, si vous commencez à être mal dans ce que vous faites, et ben, ça va avoir aussi un effet négatif sur votre vie privée. Voilà. Pas simple. Pour le bouquin que j'avais interrogé Stéphanie Possamay, que tu as dû croiser, je pense, à Talence au Krebs, qui est médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 2006, je crois, en judo, qui maintenant entraîne. Et en fait, elle me racontait les méthodes d'entraînement des Chinois, des Cubains, tout ça, qui en effet sont vraiment de la maltraitance pour nous en tant que Français ou occidental. Donc en effet, des fois, la frontière entre la maltraitance et l'entraînement intense ou de très haut niveau physique, elle est vraiment, enfin, pour moi, des fois, elle est restreinte. Mais la différence avec la maltraitance mentale, en effet, qui rentre là-dedans en compte. Est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, qui en plus fait du volley, donc qui te défonce les poignets à chaque réception, et on a joué ensemble, j'ai pleuré pendant 1 heure après, est-ce que tu acceptes quand même justement cette espèce de capacité que les sportifs de très haut niveau ont à se faire mal physiquement? C'est des fois quasi masochiste en fait pour moi en tant que petit, tu vois, je me dis mais ils se font vraiment mal en fait. En foot, par exemple, les mecs ils arrêtent à 30 ans, ils ont plus de genoux, plus de chevilles, ils ont les pieds qui vont dans tous les sens, enfin c'est terrible. Ouais, c'est à un moment donné pour performer, on sait ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut faire tant de quantité. Voilà, donc en fait, ça fait partie de l'acceptation en fait. Donc en fait, dans cette acceptation-là, elle est elle est reconnue, quoi. Tu joues au volleyball, tu vas sauter X 1000 fois dans ta vie, tu vas peut-être faire mal à l'épaule à force, tu vieilliras. Le sport de haut niveau fait des mauvais vieux, entre guillemets, hein, voilà, on le sait. Mais il y a une différence entre accepter ça et que votre entraîneur vous pousse pour aller, entre guillemets, pour aller dans vos limites. Hein. Ça fait rire quand on dit ça, mais bon, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, votre entraîneur vous accompagne plutôt pour être le plus performant possible, parce que si vous voulez performer, ça passe obligatoirement par une quantité importante d'entraînement. C'est la réalité, voilà. Donc ça, est-ce que tu mets ça sur de la maltraitance consciente? Pour moi, c'est différent que quelqu'un qui te maltraite et qui te rabaisse tout le temps pour arriver au même résultat. Quoi. Voilà, c'est pas la même chose entre guillemets. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut être bienveillant et rigoureux. Moi, quand je suis entraîneur, je suis rigoureux. Il m'empêche que je pense être bienveillant. Il n'empêche que pour performer, il va falloir à un moment donné pousser le plus possible les limites physiques et avec le mental qui va avec pour performer. Sinon, tu ne performeras pas. Et alors là, je parle aux formateurs. La frontière dans ton continuum entre pousser les limites et être bienveillant, tu la mets sur quels critères, quel comportement, quelle jauge? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de vocabulaire et moi, quand je dis bienveillance, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais pousser mon joueur, mais je ne vais pas l'insulter. Voilà. Donc la frontière, moi, elle est là pour peut-être avoir le même résultat, entre guillemets, que quelqu'un qui va uniquement être sur le canal insulte, en fait. Voilà. Qui est souvent, dans le sport, qui est souvent culturel, hein, qui nous a été amené par les entraîneurs qu'on a amené d'autres nations et qui nous ont amené. Alors chez nous, ça a été les pays de l'Est, ça a été les pays
sur les pays asiatiques qui nous ont amené cette rigueur qu'on n'avait pas, mais avec la rigueur, ils nous ont amené cette espèce de maltraitance et cette espèce qu'à un moment donné, l'entraîneur, c'est Dieu tout-puissant. Voilà. Mais moi, je crois que c'est à un moment donné, peut-être la différence avec l'entraîneur, c'est pas Dieu tout-puissant. L'entraîneur, il doit accompagner, pousser au maximum pour que l'athlète travaille pour lui-même. Voilà. C'est une différence. L'athlète doit travailler pour lui-même et pas pour moi. Voilà. Donc là, la frontière, elle est peut-être là. À savoir qu'à un moment donné, effectivement, il faut quand même qu'avec l'athlète, que l'entraîneur ait le même référentiel. À un moment donné, ouais, c'est ça le problème aussi à un moment donné. Quel est mon référentiel d'exigence, si tu veux, par rapport à un athlète? Et là, je pense que c'est là où il peut y avoir le problème, entre guillemets, de maltraitance, si on n'a pas le même référentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je pense que tu es à 2 sur 10 au niveau de ton investissement et au niveau de ce que tu peux faire, et toi, tu penses que tu es déjà à 10 sur 10. Donc, quand je vais te pousser, et pour toi, peut-être, ça va être de la maltraitance. Voilà. Mais dans ces cas-là, j'allais te dire que tu n'es pas à ta place. Tu seras pas un athlète. Tu connais mon. Oui, non, mais Tu il n'y a connais pas ma de façon souci. de voir les choses. Dans ces cas-là, tu ne seras pas à ta place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu penses que tu es à 10 et qu'après c'est de la maltraitance, et que moi je pense que tu es à 2, ça veut dire qu'on n'est pas le même référentiel. Ça ne veut pas dire qu'obligatoirement le mien est le moment le vrai, mais il y a plus de chances quand même que pour arriver au niveau, que ce soit le mien, le vrai en tant qu'entraîneur, plutôt que le tien. Voilà, quoi. Donc moi je pense que la maltraitance, elle est dans la façon d'obtenir le résultat, en fait. Même s'il faut pousser ses joueurs. Tu as beau leur dire qu'ils travaillent pour eux-mêmes, c'est sûr qu'il faut les pousser. À un moment donné, l'être humain, il est fatigué et il faut le pousser. Où ça s'arrête? C'est une bonne question. Mais moi, je pense dans le vocabulaire et respecter l'être humain que tu as en face de toi, en fait, quoi. Voilà la différence, en fait. Je pense que tu vois. Moi, quand j'entraîne, je respecte la personne que j'ai en face de moi. Il y a cette notion de respect, ce qui n'empêche que je vais avoir de la rigueur, que je vais le pousser, mais je vais le respecter. Et à un moment donné, je pense que certains entraîneurs, justement, pour pousser, ont plus de respect. Voilà. J'allais te demander parce que pour avoir quand même croisé pas mal d'entraîneurs dans le très haut niveau, et alors peut-être plus d'ailleurs dans le très haut niveau amateur que professionnel, il me semble que les entraîneurs qui sont pris dans le jeu de la médaille olympique, souvent, et du podium, ou enfin de la médaille, perdent un peu cette notion-là, en fait, de respect envers leur athlète. En fait, ils ne voient plus l'athlète comme un être humain, mais ils voient l'athlète comme un moyen et comme un athlète, Exactement. en fait. Voilà, juste comme une machine, entre guillemets. Et c'est là où ça dérape. Voilà. Et si vous revoyez encore ce film, hein, Over the Limit, je crois qu'à un moment donné, elle lui dit que, concrètement, tu n'es pas un être humain, elle lui dit. Voilà, tu n'es pas un être humain, tu es une gymnaste ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus exactement les termes. Je crois que la limite, elle est là, quoi. À un moment donné, sur la recherche de médailles. Et après, c'est des questions aussi d'objectif et de motivation. Hein. L'objectif, il est pour qui? Il est pour l'entraîneur, il est pour les joueurs, il est pour l'athlète. On peut vite se perdre. Mais voilà, cette notion de respect, effectivement, elle peut être. Voilà. Et souvent, les culturels, et souvent, ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'elle est aussi acceptée par le joueur qui a la même culture. Qui a la même culture. Voilà. Et qui se laisse, entre guillemets, maltraiter, voilà, qui se laisse maltraiter, parce qu'en fait c'est culturel, l'entraîneur c'est Dieu, voilà, et je pense que effectivement ça aide pas aux apprentissages et ça aide pas à la performance, tout au moins à long terme, c'est sûr et certain. Tout à fait. Tu as une question de Mathieu Rosé. Faut-il raisonner un athlète favorisant le plaisir par le défi, le risque et la motivation au détriment de la performance par le contrôle et la sécurité? Alors, j'ai du mal à saisir la question. Faut-il raisonner un athlète favorisant le plaisir par le défi de la performance, le risque et la motivation? En gros, déjà, si je comprends bien, Mathieu, tu nous diras si c'est pas le cas, mais est-ce que tu encourages un joueur qui va chercher plutôt le plaisir personnel et l'accomplissement plutôt que la performance? Voilà. Donc plutôt un joueur amateur en fait qu'un joueur professionnel.
Je vois pas où est enfin, déjà, moi, le contrôle, la sécurité et performance, je suis pas sûr que ça aille ensemble. Tu vois? Voilà, contrôle, sécurité, performance, je suis pas sûr que ça aille ensemble. Parce que bah, si vous êtes un peu très mental, c'est tout ce qu'on recherche pas, quoi. Le contrôle, la sécurité, c'est tout ce qui fait qu'il n'y a pas de performance. Voilà. Ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Mais en fait, moi, je préfère des joueurs qui sont dans le plaisir, qui favorisent le plaisir. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça veut pas dire faire n'importe quoi, hein, le plaisir. Et inversement, le contrôle, la sécurité. Si c'est ça l'opposition, c'est des termes, c'est des termes, c'est difficile à séparer comme ça. Il n'empêche, quand on fait plaisir, qu'on a envie de faire les choses, et voilà, normalement, on est sur les bons degrés d'investissement, on est sur les bons degrés de concentration, on est sur les bons degrés d'émotion, que j'ai envie de faire un geste, j'ai envie de prendre le risque de le faire, entre guillemets, voilà. Ben normalement, je suis sur les bons leviers que si je suis en contrôle et en sécurité. Donc voilà, si c'est juste de la technique pure et de l'entraînement pur, moi je préfère les joueurs qui soient sur le plaisir et le défi. Ça ne veut pas dire qu'ils font n'importe quoi, n'importe quand. Voilà, ils ont une capacité d'analyse. Donc si c'est une capacité d'analyse que tu veux, la capacité d'analyse, elle doit obligatoirement y être quand tu fais du sport de haut niveau, l'analyse de la situation. Voilà. Mais en fait, cette notion de plaisir, d'avoir envie de faire les choses, d'avoir envie de faire un ace, d'avoir envie de faire comme ça, normalement, ça nous met sur les bons moteurs. Alors que si je suis en contrôle et en sécurité, ça va nous amener obligatoirement vers l'échec. Voilà. Ce qui empêche qu'on fait pas, entre guillemets, on fait pas n'importe quoi. Voilà. Et après, sur la notion de défi et de risque, on n'est pas tous égaux. Hein. On n'est pas tous égaux sur la notion de risque. Il y a des joueurs qui aiment le risque et puis il y a des joueurs qui ont, c'est pas leur truc. Voilà. Donc là, c'est encore un truc d'entraîneur, c'est la connaissance des joueurs que vous avez, de façon à qu'est-ce que je vais demander à mon joueur à tel moment, en sachant très bien que c'est pas un mec qui aime les paris. Voilà, même s'il sait faire. Donc ça, c'est la connaissance de vos joueurs quand que vous êtes entraîneur. Tu as pris comme exemple au tout début Nadal, Federer et Jordan. Ouais. Alors si on prend celui-ci en particulier, hein, Jordan, c'est vraiment le joueur typique du mec qui a plaisir à dribbler, marquer, gagner, et qui ne se pose nullement la question du bien-être, du bonheur et de quasiment de ce qu'il fait. C'est juste qu'il fait parce qu'il est fait pour ça et qu'il a plaisir à faire ça, en fait, tout simplement. Oui, ce qui n'empêche qu'à un moment donné dans sa carrière, il a arrêté. Parce que justement, il avait fait peut-être faire le tour et qu'il avait envie de faire autre chose. Et je pense qu'il avait un rêve de gamin, c'était jouer au baseball, et qu'il est parti à un moment donné jouer au baseball et qu'il s'est rendu compte qu'il n'y arriverait pas. Voilà, et que ça lui a manqué, donc il est revenu jouer au basket. Et il a encore regagné, etc. Mais quand même, à un moment donné dans sa carrière, il a eu un petit doute sur le plaisir pour faire un aller-retour, pour retrouver du plaisir différent dans un autre sport et encore performer. Et parce qu'il n'a pas performé, il est reparti là où il avait cette notion de gagner, parce que ces gens-là quand même aiment gagner. Hein. Il y a pas, je veux dire, quand vous lisez tous leurs bouquins, leurs trucs, c'est quand même un live motif. Voilà, même s'ils ont des motivations de plaisir, de ci, etc. À la fin, la finalité, c'est quand même de gagner. Voilà, et c'est la finalité qu'il faut comprendre quand on fait du sport de haut niveau. C'est qu'à un moment donné, votre environnement, vous-même, le milieu dans lequel vous évoluez, les clubs pro, etc., ils vont vous demander de performer. Okay. Voilà, content ou pas content, ils vont vous demander de performer. Si on prend l'exemple toujours là de Jordan, qui pour le coup est en effet très intéressant parce qu'il a un parcours vraiment particulier, enfin pour le coup très, très révélateur, est-ce qu'on peut dire que même chez ces joueurs avec ce profil-là exceptionnel, il y a quand même à un moment donné la quête de sens qui est présente et la quête de savoir pourquoi je fais ça ou qu'est-ce que ça m'apporte véritablement autre que juste des thunes et gagner? Ouais, je pense que c'est leur
Ah, je pense qu'ils l'ont fait au départ parce que on les a pas forcés, quoi. Ils aimaient ça. Voilà, quoi. Je pense que voilà, ils aiment ça. Ils aiment progresser. Ils aiment, quand on lit leurs bouquins, ils aiment sauter haut, ils aiment frapper, ils aiment faire ça. Enfin, je veux dire, vraiment, ils ont une capacité à aimer physiquement, je pense, ce qu'ils Mm. font. Voilà, je pense que ça, c'est aussi un fait important. Les sensations que cela leur procure physiquement, le jeu, eh ben, ils aiment tout simplement ça. Donc, voilà, quoi. Vient se greffer là-dessus leur quête et leur obsession, entre guillemets, de victoire, mais ça va, l'un va pas sans l'autre, quoi. Voilà, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'ils durent, hein, je pense. C'est qu'ils ont toujours cette quête d'aimer euh, dunker, d'aimer sauter haut, d'aimer dribbler, quelque part aussi d'aimer, j'allais dire écraser l'autre, mais je sais pas si je vois ça, mais dominer, enfin voilà, je pense que non, mais il y a cette notion-là, je pense aussi qui est importante. Ouais, donc je pense que eux, ils ont ça d'une façon fondamentale, c'est leur socle en fait. Moi, je pense que c'est leur socle. Et c'est parce qu'ils aiment ça qu'ils ont aussi une grosse capacité de travail. Voilà, faut pas se rêver, hein, à un moment donné. Voilà. Et après, on peut différencier les sports, hein. Effectivement, jouer au basket, jouer au beach volley, c'est peut-être différent que de voir les petits carreaux au fond d'une piscine 8 heures par jour. Mm. Il y a cette notion aussi de sport dans la durée et de plaisir. Et de toujours pareil, cette balance entre sacrifice dans la vie et ce que ça m'apporte socialement de faire ça, quoi. Dernière question, Christian. Est-ce que dans ta carrière de joueur et d'entraîneur préparateur mental, tu as croisé beaucoup de joueurs ou de joueuses au profil de Michael Jordan, Rafa et Federer? Non. J'en ai pas croisé beaucoup. Euh, j'en ai croisé certains. Alors le profil d'aimer travailler, de durer, etc. Bon, en toute modestie, moi, je pense que j'avais un profil qui ressemblait à ça. C'est-à-dire, j'aimais faire ce que je fais. Voilà, j'aimais m'entraîner. J'aimais m'entraîner tout seul. J'avais besoin de personne pour m'entraîner. C'est ma façon c'est comme ça que j'ai appris. Mhm. Voilà, j'ai appris tout seul, d'abord en jouant sur la plage, etc. Et j'étais capable de jouer 4, 5, 6, 7 heures par jour sans aucun problème. Voilà, et c'est ce qui m'a permis de performer. Voilà. Après, en tant qu'entraîneur, j'ai eu des joueurs, j'ai eu des joueurs effectivement qui avaient cette notion de plaisir. Voilà, j'allais leur dire qu'il en manquait peut-être le truc fondamental sur certains joueurs pour durer, pour être un Michael Jordan, c'est que Michael Jordan, il avait le physique Mm. fait pour jouer au basket. Mm. Nadal, il a le physique qui s'est construit, ils sont tous construits physiques, mais ils ont quand même des gens qui ont des physiques faits pour ça. Mhm. Voilà, et qu'à un moment donné, on est quand même aussi en sport de haut niveau limité par ses capacités physiques. Il n'y a pas que la notion mentale, il n'y a pas que cette notion-là. À un moment donné, en volleyball, si vous sautez pas, vous sautez pas. Voilà. En basket, Jordan, il fait 2 mètres, il fait pas loin de 2 mètres, il saute, il a 1 mètre de détente, j'en sais rien. Voilà, ce qui fait qu'il est Jordan, entre guillemets. Donc il y a aussi cette notion-là. Voilà. Et j'ai eu aussi des joueurs, inversement, qui après un travail psy, ont carrément arrêté, hein. Mm. Voilà, j'ai eu des joueurs de haut niveau qui après, voilà, je pense que tu connais très bien ce genre de situation. Voilà, ce qui fait pas plaisir à l'entraîneur, je te le dis carrément, hein. Quand ton athlète, 4 mois avant les Jeux, ton athlète il dit finalement, pour être bien dans la vie, j'arrête. T'attends autre chose t'attends autre chose de ton athlète, si tu veux, quand ça fait 3 ans que tu travailles avec elle, et que 3 mois après, elle te dit, bah finalement, voilà, mais vous voyez, ça peut, enfin, c'est intéressant parce que ça peut arriver qu'un joueur, 4 mois ou 6 mois avant les Jeux, je me souviens plus, ou 1 an avant les Jeux, te dise carrément, mais en fait, le sport de haut niveau, c'est pas pour moi, ça me stresse trop. Je suis pas heureux dans le sport de haut niveau, malgré mes qualités physiques, mes qualités techniques, etc. En parlant, en faisant de la psychanalyse, tu te rends compte que quoi, son mal-être, c'est quoi? Bah, c'est le sport de haut niveau.
Donc, en fait, pour gérer son mal-être, elle a arrêté. Ouais. C'est radical. C'est un peu radical, j'avoue que un peu radical, un peu mal pris aussi, mais bon. Bon, merci Christian pour De ton rien. analyse et ton, ton regard très haut niveau. Parce que pour moi, on se connaît un peu en dehors, tu es vraiment un des préparateurs mentaux en France qui est vraiment dans une approche très technique et très avec un niveau d'expertise très élevé par rapport à ton sport, vu que tu as l'expertise technique, tactico-mentale et donc là aussi les compétences d'un point de vue préparation mentale. Ce que tu fais est vraiment très élevé. On pourra lire ton témoignage dans le bouquin très vite. On va, je pense, publier l'entretien aussi sur le site de Focus en suivant. Vous aurez donc en complément du webinaire l'accès au replay et le sketch note de Nathalie qui va vous suivre très vite. Je te remercie encore, Christian. Je te dis du coup à demain, parce qu'on se revoit demain en formation, en live, enfin en présentiel. Oui. Bonheur, vraiment. Voilà. Merci à tous pour votre présence ce soir et je vous dis, j'espère, à la semaine prochaine pour le coup, à vous tous. Bonne soirée.